Bonjour à tous et bienvenue sur Medi 1 TV. Le pacte mondial sur les migrations a été adopté à Marrakech par plus de 160 pays, des pays membres des Nations Unies. Ce pacte piloté par l'ONU offre un cadre de coopération internationale pour les pays, pour qu'ils puissent faire face à ce phénomène migratoire, à tous les défis du phénomène migratoire. La France fait partie de ceux qui se sont engagés sur ce texte sans précédent. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État français, bien sûr, aux Affaires étrangères. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'aimerais d'abord, si vous le voulez bien, avoir d'abord votre regard sur l'esprit du texte, du pacte qui a été signé ici à Marrakech, et notamment aborder l'idée que la migration représente un potentiel plutôt qu'une menace. Alors déjà, c'est simple. Dès lors qu'il y a un certain nombre de défis mondiaux à relever, il faut travailler main dans la main, c'est l'esprit de la coopération. Et je note qu'à chaque fois, nous nous retrouvons ici, au Maroc, à Marrakech. C'est le cas il y a quelques années avec la COP, aujourd'hui avec le pacte mondial sur l'immigration. Et donc je veux aussi rendre hommage à cette diplomatie active du Maroc. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons effectivement de très nombreux États et gouvernements pour réaffirmer cette nécessité de travailler ensemble sur cette problématique. Le Premier ministre danois, M. Rasmussen, qui, vous savez, a une coalition qui a besoin d'un certain nombre d'éléments populistes au Parlement pour voter, eh bien, lui, pour faire adopter ces textes, eh bien, il a revendiqué le fait que eh bien, l'immigration pouvait être quantifiée aussi comme un apport à hauteur de 9,4% du PIB mondial. Donc c'est un élément économique qu'il a mis sur la table et de la part de quelqu'un qui pourtant a une coalition qui est complexe. Je dis ça parce qu'on a vu énormément de contre-vérités fleurir ces derniers jours, ces dernières semaines. Et vous savez, la migration, elle est... tous les États la connaissent parce que nous sommes, et ça a été dit parfaitement par Sa Majesté le Roi dans le message qui a été lu. Il a dit le Maroc, c'est à la fois un État de destination, c'est aussi un État de transit et c'est un État d'origine. Et vous savez, nous, la France, c'est pareil. On est un État d'origine. Il y a des Français qui considèrent que leur vie, ils veulent la vivre ailleurs, à l'étranger. C'est un État de destination et c'est vrai, c'est devenu un sujet dont l'opinion publique s'est emparée et c'est également un état de transit parce qu'au sein de l'Union européenne, il y a de nombreux mouvements, des mouvements dits secondaires. Et donc, on voit bien que, qu'on soit au nord ou au sud de la Méditerranée, on doit faire face ensemble à cette problématique et le pacte a cette vertu eh bien d'être une boîte à outils. Il n'est pas contraignant, il dépend de la bonne volonté des États, dans le respect de leur souveraineté, mais à nous de nous emparer de ces outils pour apporter des réponses efficaces, pertinentes pour nos jeunesses. Alors parmi ces réponses efficaces, le pacte se veut à la fois garant du respect des droits des migrants d'un côté, mais aussi garant des législations des États souverains. Il a souligné ce double défi. Comment la France envisage-t-elle justement d'appréhender cette double approche? Oui. Très clairement, il s'agit d'avoir à la fois l'humanité. C'était rappelé d'ailleurs par l'un des orateurs ce matin, le Premier ministre belge, Charles Michel. Nous sommes tous ressortissants d'État, mais nous appartenons tous, au-delà, à une seule et même communauté, la communauté humaine. Et donc on ne peut pas dédaigner eh bien, à quiconque un certain nombre de droits élémentaires, de droits de base. Et ces droits de base sont réaffirmés dans le pacte. Naturellement, les nationaux, les migrants réguliers peuvent avoir une palette de droits plus élargie. Mais il y a des droits fondamentaux. Et aujourd'hui, nous sommes le jour même du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est donc un jour particulier et il faut réaffirmer qu'il y a des droits inaliénables attachés à chaque personne, en ce que chaque personne est une composante de cette humanité. Et dans le même temps, et en France, vous savez que nous avons une attention particulière pour ce « en même temps », il faut aussi savoir poser un cadre, des régulations, parce que nous devons favoriser
des migrations dans ce cadre autorisé et décourager celles qui sont dans un cadre irrégulier. Parce que c'est faire courir beaucoup de risques à ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui tentent cette traversée de la mort de la Méditerranée. Et que par ailleurs, nous avons un réengagement en matière par exemple d'aide au développement pour apporter aussi des réponses très concrètes, très pratiques dans les États d'origine. Parce que très souvent, on le sait, lorsque quelqu'un prend ce chemin très dangereux, ce n'est pas une route de la liberté, c'est une route de la nécessité, comme le dit le président Emmanuel Macron. Et donc nous avons veillé, nous la France par exemple, dans notre budget pour 2019, à mettre 1 milliard d'euros supplémentaires d'autorisation d'engagement pour la politique de développement. Ça veut dire favoriser l'entrepreneuriat, favoriser la scolarisation, notamment des jeunes filles. Bref, autant d'actions qui ont des répercussions positives sur le terrain et c'est là où on doit être aussi au résultat. Dans la France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est une terre d'accueil, ancestrale qui a vu défiler plusieurs vagues migratoires. Pourtant aujourd'hui, des voix s'élèvent aujourd'hui dans l'Hexagone, des voix qui ne sont pas favorables à l'adoption de ce pacte. Est-ce que je peux avoir votre réaction? Oui, on a vu, comme je le disais, beaucoup de contre-vérités, de mensonges, de fake news, comme on dit en anglais, fleurir ces derniers jours. Et je dois dire qu'il y a une instrumentalisation qui est proprement indécente, faite par Marine Le Pen, d'ailleurs suivie d'assez près par un certain nombre de leaders des Républicains. Et hélas, on peut déplorer le fait que, à travers maintenant les réseaux sociaux, eh bien, toute cette propagande, puisque c'est véritablement des éléments de propagande qui sont mis sur la table négative, trouve une caisse de résonance qui parfois peut être importante. Je crois qu'il faut savoir lire. Madame Le Pen a fait du droit. J'ai lu que son professeur avait dit élève médiocre. Effectivement, on peut, au regard de ses positions, s'interroger sur sa compréhension du sujet. Le texte, il est très clair. Dans le préambule, il réaffirme au paragraphe 7 la souveraineté des États et donc la capacité pour chacun de mener sa propre politique, de faire voter sa propre politique. Nous avons nous-mêmes voté une loi sur l'immigration il y a un peu moins d'un an avec Gérard Collomb. Il réaffirme également le côté non contraignant de cet instrument. Et donc, je crois que nous devons combattre un certain nombre, tout simplement, de bonimenteurs et d'apprentis sorciers, parce qu'à vouloir jouer avec les passions mauvaises qui parfois peuvent exister, eh bien, c'est manier un instrument très dangereux. On va terminer avec une idée très importante véhiculée par ce pacte, si vous le voulez bien, celle d'investir plus dans les pays d'origine des migrants. On parle de co-développement, hein, en fait. Comment est-ce que la France envisage-t-elle d'inscrire Comment la France, je vous en prie, comment la France envisage-t-elle d'inscrire ce volet-là dans sa politique migratoire? Alors, eh bien, le président de la République s'est engagé dans sa campagne présidentielle à porter l'aide publique au développement française de 0,38% du revenu national brut à 0,55%. Étant entendu que le standard idéal, c'est 0,70%. Mais déjà, nous faisons un chemin qui est d'inverser la courbe de cette aide au développement qui avait décru depuis 2011. Et tout cela se traduit aussi par un engagement particulier en matière d'éducation, de formation. Au mois de février dernier, le président Macron, le président Macky Sall, à Dakar, ont présidé au renouvellement du partenariat mondial pour l'éducation. Et la France a mis 10 fois plus que ce qu'elle mettait d'ordinaire, pour pouvoir 300 millions d'euros, pardonnez-moi, pour pouvoir eh bien, permettre la construction de classes, d'infrastructures, la formation de maîtres, de professeurs, pour permettre l'autonomisation aussi des jeunes femmes et naturellement avoir un impact sur l'aspect démographique, puisque c'est un défi aussi à relever. Mais tout ça pour dire que la France, eh bien, elle est présente au rendez-vous. Nous étions la semaine dernière, c'est Jean-Yves Le Drian qui représentait la France au sommet de Nouakchott concernant le plan d'investissement du G5 Sahel. Eh bien, très clairement, des montants considérables également ont été annoncés, 1,3 milliard. Et maintenant, il faut que tous ces projets sortent de terre pour apporter encore une fois des réponses dans la vie quotidienne des gens, pour que leur cadre de vie s'améliore et qu'effectivement, eh bien, les raisons
d'aller chercher le bonheur ailleurs, quelque part, ne soit plus celle-là. S'il y a une raison à un départ, c'est effectivement celui de se former, d'étudier, d'avoir une expérience, mais qu'en tous les cas, ce soit un choix voulu et pas un choix subi. Jean-Baptiste Lemoine, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.